Nous sommes toujours dans cette émission juridique spéciale, rachat de réseau. Je suis toujours avec Sandrine Richard et Amira Bounedjoum. Alors, on a signé la lettre d'intention, on a démarré l'audit, on a vu l'audit de la documentation juridique. On passe maintenant à la phase de l'audit organisationnel et je me tourne vers vous, Amira. Alors, là aussi, ma question, en quoi il consiste et par quoi il démarre peut-être? Alors, l'audit organisationnel vise à regarder comment, ou est-ce que plutôt, la manière dont c'est organisé le réseau, la manière dont il fonctionne, peut avoir des impacts juridiques. Alors, la première chose à laquelle moi je pense, en tout cas, vous avez compris, je suis attachée aux données, aux fichiers, etc. C'est aussi un élément de l'audit organisationnel. Au-delà de la documentation juridique qu'on a vu tout à l'heure, comment sont organisés les flux de données au sein du réseau? Je vous avoue que c'est une question assez récente. Cette problématique, elle est plutôt inédite. Ce sont dans les toutes nouvelles opérations qu'on commence véritablement à regarder cette problématique-là, particulièrement parce que, concernant les réseaux, on a un nouveau règlement d'exemption qui, pour la première fois, de manière très inédite, traite du partage d'informations. Et du partage d'informations au sens très large, qu'il s'agisse des données, des informations purement financières, mais également sur les stocks, enfin vraiment le fonctionnement même d'une entité au-delà même du réseau, mais également les informations concernant des clients. Et on se rend compte que maintenant, il existe des restrictions quant au flux de données quand on est dans le cadre d'une distribution dual, c'est-à-dire quand on va avoir la tête de réseau et ses partenaires indépendants qui vont également avoir une activité commerciale. Dans ce cadre-là, puisqu'il existe ces restrictions et qu'on ne peut donc pas se partager l'ensemble des informations et des données, particulièrement les données clients, il est important que dans le cadre de l'audit organisationnel, on vérifie la manière dont on se partage justement ces informations. Particulièrement parce que dans le cadre d'un réseau, très souvent, on centralise l'ensemble des informations. Dans quasi tous les réseaux qu'on accompagne ou qu'on connaît, il y a cette centralisation des informations. Or, ce règlement d'exemption vient contraindre et vient limiter. Donc, c'est important de vérifier qu'on peut, en tout cas, revenir sur le modèle qui a été mis en place et qu'on peut se restructurer ou refonctionner différemment pour ne pas se retrouver passible d'une sanction. Et ça me permet d'enchaîner avec un deuxième point, puisqu'il y a un lien direct, puisque c'est aussi l'argument qu'on nous avance, c'est que parfois, puisqu'on n'envisageait pas cette question-là, le fonctionnement et le système d'information même n'ont pas été réfléchis en considération de ces restrictions. Donc, c'est important qu'on regarde comment fonctionne ce système d'information pour vérifier aussi que, voilà, on va pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas se retrouver en contravention, notamment de ce règlement. Au-delà de ça, tout à l'heure, j'ai, dans le cadre de l'audit de la documentation juridique, parlé des enjeux et de l'importance de vérifier la sécurité, le niveau de sécurité. Là encore, il faut aller au-delà dans le cadre de l'audit, au-delà de l'analyse de la documentation sur la formalisation des mesures de sécurité, mais vraiment vérifier le niveau de sécurité du système d'information. Et nous recommandons fortement que d'autres experts interviennent à nos côtés. On en parlait tout à l'heure dans le cadre de l'introduction. C'est important que plusieurs experts interviennent et qu'ils partagent un petit peu leur expertise respective. Et dans le cadre du fonctionnement du système d'information, l'analyse et la vérification des standards de sécurité par des experts en cybersécurité est incontournable. D'ailleurs, elle doit viser aussi bien le système d'information que tous les outils finalement digitaux qu'on va retrouver dans le cadre d'un réseau. C'est important dans le cadre du e-commerce de vérifier que le site internet qui est consacré fonctionne, que techniquement tout va bien. Voilà. Au-delà de ces éléments-là, évidemment, on a beaucoup d'autres éléments à vérifier dans le cadre de l'audit organisationnel. Sandrine va en parler mieux que moi. Alors, dans le cadre de l'audit organisationnel, on va s'assurer
que ce qu'on a pu voir dans le cadre de l'audit contractuel, de la documentation juridique, est réel. Par exemple, on retrouve souvent des clauses de type le commerçant indépendant est libre de sa politique tarifaire. Donc, si on s'arrête à la lecture des contrats, tout va bien. Et puis finalement, lorsque l'on creuse sur le terrain de l'audit organisationnel, on va se rendre compte que pour certains réseaux, hélas, il existe des contraintes qui empêchent en réalité les commerçants indépendants d'avoir cette véritable liberté tarifaire. Donc il est important d'aller voir, comme le disait Améra, sur le terrain, si ce qui a été vu dans le cadre de l'audit juridique est conforme en pratique. Donc sur l'aspect liberté du commerçant indépendant, on va toujours vérifier parce que c'est quelque chose qui est déterminant et qui est aussi passible de sanctions. Donc ça, c'est important de le regarder. Ensuite, au niveau de l'audit organisationnel, on va aussi s'attacher à regarder comment se développe le réseau. Parce que c'est au moment du développement qu'on peut détecter des problématiques. Si la tête de réseau est trop poussive dans son intégration de candidats, c'est-à-dire si elle va établir des comptes prévisionnels largement trop positifs par exemple, si elle va trop loin dans la recherche des locaux et risquerait de se voir reprocher d'avoir pris n'importe quel local pour y placer un commerçant indépendant qui finalement ne réussirait pas. Ça aussi, c'est des éléments qu'on va regarder dans le cadre de cet audit plus pratique. Et ensuite, un élément qui peut peut-être surprendre, c'est qu'on va s'attacher à regarder la satisfaction qui existe au sein du réseau. Alors cette satisfaction, on va aller la rechercher chez les clients du réseau. On a deux types de clients dans un réseau. On a les clients consommateurs finaux. Et là, on va aller voir les avis clients pour voir quel est le degré de satisfaction des clients, sachant que ça va encore se sous-diviser, puisque les clients, ça peut être les clients des commerçants indépendants justement, et donc de voir un petit peu si au sein du réseau il y a des partenaires qui jouent pas bien le jeu, qui ne sont pas à la hauteur de l'enseigne. Et après il va y avoir aussi la satisfaction des clients finaux à l'échelle du réseau dans son ensemble pour vérifier qu'il y a toujours une adéquation entre le modèle qui est développé et ce que les consommateurs attendent. Et après, on l'oublie un petit peu trop, parmi les clients de la cible, on a les partenaires indépendants, qui sont aussi des clients, qui ont des prestations attendues de la part de la tête de réseau. Et il est important aussi de s'assurer qu'ils sont satisfaits de leur enseigne et qu'ils sont heureux. Et comment on va le vérifier ? On va le vérifier au travers du taux de renouvellement de contrat. On va voir que si dans un réseau, les contrats sont globalement renouvelés ou qu'il y a un bon taux de renouvellement, ça veut dire que les commerçants indépendants sont satisfaits et qu'ils réadhèrent à l'enseigne. On va le voir aussi au travers des multifranchisés, donc des franchisés ou des commerçants indépendants ou d'autres types contractuels qui vont implanter plusieurs points de vente sous l'enseigne. Là aussi, on va y voir un signe de satisfaction. À l'inverse, on va aller aussi regarder s'il y a des impayés. S'il y a des impayés, ça peut à la fois vouloir dire qu'il peut y avoir des difficultés passagères, financières chez certains partenaires, mais ça peut aussi être le signe d'une insatisfaction. Ils peuvent très bien décider de ne pas payer parce qu'ils considèrent que les obligations de la tête de réseau ne sont pas suffisamment bien exécutées. Donc tous ces éléments-là, qui ne sont pas purement contractuels, vont quand même nous permettre d'avoir un sentiment sur la manière dont se passent les choses au sein de l'enseigne et si le projet d'acquisition reste opportun.